Rebonsoir donc à toutes et à tous. Nous avons donc souhaité, lors de ce mandat, tenir un conseil municipal extraordinaire pour faire le point de notre ville qui a une riche histoire, une identité affirmée. C'est une grande ville de 85 000 habitants, membre de pleine commune, aux côtés de 8 autres communes. Elle doit plus que jamais compter aujourd'hui dans la métropole parisienne. Notre époque est effectivement celle d'une nouvelle étape de la métropolisation, de la transition énergétique et de la révolution numérique. Notre ville doit non seulement s'y préparer, mais maîtriser ces évolutions majeures. Pour cela, nous devons mettre aussi à profit le numérique dans la formation, la création d'emplois, le développement économique et la vie citoyenne. Telles sont les grandes orientations que nous avons données au groupement conduit par l'agence d'urbanisme de Catherine Tricot pour formaliser notre projet et pour Aubervilliers 2030, signer ensemble aujourd'hui les grandes lignes de réflexion et d'orientation sur le devenir de notre commune. Les propositions rassemblées s'appuient sur un important travail de connaissance historique et d'analyse. Elle pose les bases d'une ville pour toutes et tous, en gardant son caractère d'accueil, tout en permettant à celles et ceux qui y vivent d'y rester et de poursuivre leur projet de vie. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Catherine Tricot. Je sais d'avance que les uns les autres, nous connaissons des éléments de notre ville. Nous avons un certain nombre d'éléments en tête. Donc plus d'un, plus d'une dira « mais ça, je le savais, ça, oui, je connais, etc. » Mais nous avons voulu avoir des éléments d'une démarche globale sur notre ville, son histoire, son parcours, ce qu'elle est aujourd'hui, et partager ensemble nos sentiments, nos réflexions, nos réactions aussi par rapport à ce travail. Donc la parole est à Catherine. Madame le maire, bonsoir. Des élus d'Aubervilliers, bonsoir. Population, on est très émus de vous voir si nombreux pour la restitution de notre travail. Donc vous dire tout d'abord que c'est vraiment le fruit d'un travail qui a été long, sur plusieurs mois, qui a suscité de nombreux échanges à la fois avec les élus d'Aubervilliers, avec Pleine Commune, avec les services de la ville, et que nous avons travaillé à essayer, comme vient de le dire Madame le maire, à la fois à mettre à jour les connaissances et à tracer des perspectives pour votre ville selon les orientations que nous avait données Madame le maire pour Aubervilliers 2030. C'est un travail collectif, donc je dirigeais ce travail dans mon agence, donc, et notamment avec Thomas Moreau, qui a été le chef de projet, qui est urbaniste et qui est historien, et vous allez voir que de ce point de vue, son travail a été très important. Jean-Paul Lebac qui est à mes côtés, qui dirige Up Management, qui est une société de prospective. Donc un historien, un prospectiviste, c'était pas si mal. Et enfin, Attitude Urbaine. Nous étions donc trois entreprises, 3 bureaux d'études associés pour faire ce travail. Que nous avons présenté donc aux élus, bureau municipal et donc maintenant au conseil municipal. Donc, vous dire la première chose, c'est que la commande était donc de se projeter sur Aubervilliers 2030. Mais pour se projeter, évidemment, on ne va pas inventer et on ne va pas... notre propos n'était pas de se mettre à se prendre pour des urbanistes qui décident comme ça. Il a fallu d'abord qu'on s'imprègne de l'histoire, de la connaissance, de la compréhension de la ville. Et donc, il y a une première partie extrêmement synthétique, mais qui quand même nous semble poser des éléments de connaissance à partager et qui seront le socle de notre réflexion pour la suite. Ensuite, on a fait un peu la recension de tous les projets de votre ville, qui sont très nombreux. Donc c'est bien sur la base à la fois de l'histoire des projets engagés que nous avons pu tracer les perspectives que nous allons vous présenter. Alors la première chose, donc, c'est Aubervilliers, la formation, les origines d'Aubervilliers. La première chose qu'il faut se dire, c'est qu'Aubervilliers est une ville qui s'installe dans une plaine. Et ça va être tout à fait fondamental pour la suite de l'histoire. C'est-à-dire que vous avez un territoire
qui n'est pas délimité à proprement parler par des reliefs physiques. Donc c'est vraiment un territoire qui va, en dehors du rue de Montfort, qui va être en continuité avec les villes qui l'entourent, avec la ville de Paris, et qui va permettre aussi certainement les développements industriels, la création du canal, qui va faire aussi que votre ville est une ville facile à parcourir à pied, qui va donner de nombreux atouts et qui va être donc, on voulait le dire, c'était le premier élément qu'il faut avoir en tête pour comprendre votre ville. La deuxième chose que donc on a voulu rappeler, c'est que à l'origine de votre ville, en fait, vous avez un village qui était constitué, qui s'est implanté sur la voie qui reliait en fait les abbayes autour de Paris, donc celle de Saint-Denis et celle de Saint-Maur. Donc ça, c'est la première raison du développement d'Aubervilliers. Et puis, il y a eu également l'autorisation de développer une foire qui était singulière, qui était la foire du Landy, qui a donné une autre dimension à ce petit noyau villageois et donc qui est à l'origine de votre... du développement urbain qui va devenir la ville d'Aubervilliers. Ça, c'était vraiment tout à fait le Moyen-Âge et jusqu'à la période de la Renaissance. Je vous disais tout à l'heure, vous êtes un territoire plat et donc vous avez été évidemment un territoire agricole. Avant d'être industrialisé, avant l'industrie, évidemment, le cœur de la vie autour d'Aubervilliers était une activité agricole. Et si vous regardez cette carte, ici, vous pouvez voir que les champs étaient organisés de façon assez simple, orthogonale, et qu'entre les champs, il y avait des chemins qui passaient, et que cette trame très simple va subsister à travers le temps, et qui va vous donner ce dont on va reparler après, mais finalement, la structure de votre ville, qui est assez simple, assez lisible, ce qui est assez rare. En général, les choses sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus chahutées, beaucoup plus des rues qui commencent, qui s'en vont, qui s'interrompent, etc. Vous, ce n'est pas le cas. Et ça tient à ce que je disais tout à l'heure, à l'installation de votre ville sur un territoire plan et continu. Mais peut-être aussi en relation avec ce que je viens de dire, votre ville n'a pas de limite géographique. Et en fait, l'histoire humaine va en installer un certain nombre de limites qui vont faire que ces l'idée que vous vous faites d'Aubervilliers, alors je ne dis pas Madame le maire, je ne dis pas les élus qui sont au quotidien, mais l'idée que l'on se fait de cette ville n'intègre pas toujours tout son territoire. Alors là, je vous ai mis une carte qui vous raconte quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, les limites de la ville, elles ont été très fluctuantes, aussi parce qu'il n'y a pas de géographie qui la détermine, en dehors du nord, avec le tracé d'un ruisseau, d'un rue, qui s'appelait le rue de Montfort, et qui est un rue assez important dans la Seine-Saint-Denis, qui alimentait les douves du château de Vincennes. Donc, en dehors de cette partie-là, vous voyez que tout autour, la ville a beaucoup fluctué dans ses limites. On vous a donné des morceaux au cours de l'histoire, et ça s'est continué jusque le début du XXe siècle. Pour la petite histoire, vous voyez que la partie sur laquelle se trouve le Stade de France et qui va jusqu'à la RN1, en fait, a été rattachée à Saint-Denis en 1707. C'est-à-dire que si nous étions il y a 300 ans, et bien, nous parlerions autrement de ce territoire. Donc, les limites de la ville, je vous ai dit, la première, c'est celle qui est la seule géographiquement marquée et qui va être stable, ça va être le rue de Montfort. L'autre limite importante, ça va être la route nationale, la route des Flandres. J'ai oublié tout à l'heure, j'ai zappé un peu cette histoire, c'est que dans les choses importantes, il y a la route des Flandres qui passe par là, au milieu de la plaine. Et ça va être une limite dans la représentation que vous faites de la ville. Ce qui fait que le fort d'Aubervilliers, on a souvent tendance à ne pas penser à lui et à ne pas le mettre dans la carte d'Aubervilliers. Il va y avoir également le tracé de l'autoroute et des voies ferrées au nord qui font qu'il y a une petite partie qui est un petit peu isolée d'Aubervilliers. Enfin, il va y avoir un événement très important qui va être la création du canal et qui va structurellement couper un morceau de votre territoire.
quand le canal va être créé, on va en reparler tout à l'heure, mais il a été mis en nous en 1821. C'est une décision qui a été prise par Napoléon Ier, la création de ce canal, est mis en nous en 1821. Il y avait 7 chemins qui ont été interrompus par la création de ce canal. Il n'y avait plus qu'un seul lien entre la ville d'Aubervilliers, Est, et la ville d'Aubervilliers, Ouest. 7 chemins interrompus, un seul bac, et qui était payant. Donc on peut comprendre qu'en effet, cette partie de la ville se soit estompée dans l'histoire. Et puis, je ne sais plus ce qu'il y a après à vous raconter. Et puis enfin, la grande partie au sud d'Aubervilliers, où il y avait les fortifications de Paris. Vous savez, cette grande bande de 400 mètres qui n'était pas constructive, qui servait à la défense de Paris et qui a donc qui a fait également fluctuer ses limites. Alors du coup, on a une carte mentale d'Aubervilliers qui est comme ça, qui est beaucoup plus restreinte en fait que la totalité de la ville. Donc ça va faire partie, je vous ai raconté tout ça, pour vous dire aussi que notre enjeu va être de parler de la totalité de la ville et pas simplement de cette partie qui est celle que vous avez le plus l'habitude de connaître. Alors, maintenant, on va parler de la formation d'Aubervilliers, de l'industrie aux années 2000, c'est-à-dire vraiment la période plus contemporaine. La première chose qui va se produire, qui va être décisive pour l'implantation industrielle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la décision de Napoléon Ier de créer un canal qui va permettre de relier la partie de la Seine à Saint-Denis jusqu'à la Bastille sans avoir à faire tous les méandres. Donc c'était un raccourci, c'était donc une certaine efficacité pour transporter les matières, les échanges. Et ce canal va être fondamental pour le développement de l'industrie à Aubervilliers. Donc là, c'est une image, je ne sais pas exactement quand elle doit être du début du XXe siècle. Et donc, on voit le canal avec les industries et les péniches sur le canal. Ça va donner 3 pôles urbains historiques qui vont se développer. Le premier, je vous en ai parlé, celui qui est au centre, où se trouve la mairie, c'est le pôle historique, le noyau villageois. Le deuxième pôle, ça va être le pôle autour des activités, celui qui est en bleu sur la carte. Et le troisième pôle, c'est le pôle des 4 chemins. Alors celui-là, il est d'une autre nature. Lui, il va s'installer dans la continuité de l'industrialisation de Paris dans le 19e, de la route des Flandres, etc. Et il va y avoir un développement urbain des ouvriers qui vont venir s'installer, qui vont construire le long de cette route des Flandres. Et ça donne 3 pôles. Donc je disais tout à l'heure, à la fois votre ville, toutes ces franges sont un peu coupées de son centre historiquement et mentalement. Et puis l'autre chose, c'est que vous avez 3 pôles historiques qui vont être vraiment durablement avec des dynamiques différentes. Aujourd'hui encore, on voit bien que Aubervilliers, le centre-ville et la partie ouest côté canal, ce sont des choses qui fonctionnent plus ou moins ensemble. Vous allez avoir, et alors maintenant je continue le développement, du coup, dans le XXe siècle, vous allez avoir un tissu dans la partie centrale qui va être un peu différent de celui qui va se développer après sur l'ouest du canal, la partie ouest qui va être vraiment de l'activité pure. Là, dans la partie centrale de la ville, vous allez avoir un grand développement d'un tissu mixte tout à fait banal à l'époque où ça s'est passé, c'est-à-dire le XXe siècle, jusqu'aux années 60-70. C'était un tissu qui mêlait l'industrie et l'habitat. Ça, c'est une ancienne carte qui doit dater du milieu des années 60, dans laquelle on voit que l'activité et le logement sont entremêlés. Et ça, c'était quelque chose d'assez banal. La région parisienne, la petite couronne, était globalement faite comme ça, d'un mélange d'activités, de petites activités et de logements. Et l'histoire a fait que, finalement, si on y réfléchit bien, peut-être que Aubervilliers est un des derniers dépositaires de cette histoire à cette échelle. C'est-à-dire que vous avez encore aujourd'hui une partie très importante de votre ville qui continue d'associer et d'entremêler
de l'activité et du logement. On en reparlera, mais ça me semble être une des caractéristiques de votre ville et un des atouts de votre ville. J'ai parlé du logement populaire. Depuis tout le temps, Aubervilliers est une ville très populaire. Historiquement, quand on a fait notre travail de recherche, il y avait des réflexions du département de la Seine dans les années 30 sur le logement le plus populaire, voire le plus dégradé. Et Aubervilliers était la première ville pour le logement le plus populaire de la région parisienne. Vous aviez tous les mal lotis, les mal logés, c'était déjà très fortement implanté à Aubervilliers. Et l'autre caractéristique sur laquelle je voudrais insister une seconde, qui n'est pas le cas de toute la région parisienne, c'est que vous avez, vous, essentiellement du logement collectif. Vous avez été parmi les premiers à construire, dès la création de l'Office HLM, des logements collectifs. Et aujourd'hui, à l'exception du nord-est de la ville, où il y a un tissu pavillonnaire, qu'on va retrouver ensuite du côté de Bobigny, qu'on va retrouver dans le reste de la Seine-Saint-Denis, du côté de la Courneuve, le tissu d'habitat à Aubervilliers, dès son origine, va être un tissu très largement dominé par l'habitat collectif. Au cours du XXe siècle, la carte, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais montré des cartes où il y avait vraiment 3 polarités qui étaient disjointes. Au cours du XXe siècle, l'urbanisation va rapprocher, rassembler donc les noyaux et on va de plus en plus urbaniser la totalité de la ville et assurer une continuité urbaine. C'est ce qui va se produire tout au long du siècle, du XXe siècle. Donc voilà, ça, je dirais, c'est à peu près la situation à la fin du XXe siècle pour l'urbanisation d'Aubervilliers. Il va se passer quelque chose d'extrêmement important, évidemment, dont tout le monde a entendu parler à Aubervilliers, mais qui n'a pas fini de produire ses effets, c'est la désindustrialisation. Je vous ai dit, donc, on va avoir les grandes industries qui vont s'installer à l'ouest du canal, on va avoir de l'activité dans le reste de la ville, mais les années 60, à partir des années 60 et jusqu'au milieu des années 70, on va avoir un phénomène de désindustrialisation et de fermeture, de retrait des grandes entreprises qui étaient donc sur la plaine Saint-Denis. Et on va avoir, au milieu des années 70, la plus grande friche industrielle d'Europe sur la plaine Saint-Denis. C'est quelque chose c'était un genre de cataclysme parce que ça s'est quand même passé de façon très accélérée. En 10 ans, un territoire gigantesque qui s'est vidé de son activité. Et ce graphisme-là, il veut vous montrer, Aubervilliers, c'est la ligne rouge. Et en fait, alors la ligne rouge, c'est l'évolution de la population. C'est-à-dire que c'est non seulement l'activité a disparu de la partie ouest, mais ça a eu des effets sur la ville elle-même. C'est-à-dire que vous avez perdu beaucoup d'habitants. Et si vous regardez, là, j'ai mis 4 courbes, parce qu'évidemment, il faut comparer les uns avec les autres. Le rouge, c'est Aubervilliers. Le vert, c'est Plaine Commune. Le bleu, c'est l'Île-de-France. Et le jaune, c'est la métropole du Grand Paris. Et ce qu'on voit très nettement, c'est que Aubervilliers, à partir de 68, si tout le monde était à l'indice 100, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs, si tout le monde avait 100 habitants, Aubervilliers a dégringolé jusqu'en 99, beaucoup plus que les autres, alors que l'Île-de-France, globalement, progressait. La métropole, elle a stagné, puis elle est repartie à partir des années 2000. Mais Aubervilliers, elle a vraiment chuté beaucoup. Et aujourd'hui, Aubervilliers est dans une toute autre dynamique. On voit qu'il y a une vraie inflexion qui se fait, dont on va reparler. Donc vous avez perdu l'industrie et vous avez perdu les habitants. C'est une crise globale qui a affecté Aubervilliers. Donc du coup, on va parler d'Aubervilliers après la désindustrialisation. Et la chose la plus importante qu'il faut retenir, c'est que quand il y a eu cette désindustrialisation, il y a eu une initiative extrêmement importante qui a été prise conjointement par le maire d'Aubervilliers, Jacques Ralit, à l'époque, et Marcelin Berthelot, le maire de Saint-Denis. Et tous les deux, ils ont décidé qu'ils allaient ensemble faire un projet
pour ce territoire de la plaine. Donc ils n'ont pas... D'abord, la première chose qui était assez nouvelle, c'est qu'ils se sont d'abord dit, on ne va pas attendre que ça revienne, on va faire un projet. La deuxième chose, c'est qu'ils ont dit, on va le faire ensemble. Donc Saint-Denis et Aubervilliers se sont associés. Et la troisième chose, c'est qu'ils se sont dit, on va faire un projet, et la base, le socle de ce projet, c'est que ça va être un projet qu'on va concevoir avec des urbanistes, des paysagistes, et que c'est ça qui va nous permettre d'imaginer le devenir de ce territoire. On sait ce qu'il en est aujourd'hui, on sait à quel point on a transformé ce territoire, que ça a permis, ce projet a permis d'accueillir le Stade de France, a permis d'accueillir des emplois, des logements, des nouveaux transports en commun. Le socle de cette affaire, ça me paraît être une leçon pour ce que nous avons à réfléchir. C'est et intercommunal et un projet urbain qui va être le socle de la pensée, de la transformation de ce territoire. Donc là, c'est à gauche, en noir, le territoire tel qu'il était auparavant, et puis à droite, en vert, le projet qui avait été conçu donc, par l'équipe d'urbanistes, d'architectes et de paysagistes, Hippodamos. Donc je voulais vous dire cette évolution et cette transformation à un moment si important qui a été le milieu des années 70, la désindustrialisation, et c'est quand même le début des années 90, ce projet Hippodamos, fin des années 80, début des années 90. Et aujourd'hui, si on regarde la carte d'Aubervilliers, en fait, on se rend compte qu'Aubervilliers est resté une ville mixte. C'est-à-dire qu'on a une partie qui est largement dominée par les activités à l'ouest du canal, mais que le reste de la ville, finalement, continue d'associer activités et logements. Alors, la densité de la ville, aujourd'hui, vous avez 14 000 habitants au kilomètre carré à Aubervilliers. C'est, si vous regardez par rapport à l'arrondissement au 19e de Paris, 19e arrondissement de Paris qui est un des moins denses, on est 2 fois moins dense qu'à Paris. Et on est plus dense qu'à Pantin, plus dense qu'à Saint-Denis, mais à peu près comme à Saint-Ouen. C'est-à-dire que vous avez une ville qui a un niveau de densité sensiblement en dessous de la densité parisienne et finalement un petit peu plus dense que les villes qui sont un peu plus en périphérie. Alors vous avez aussi pour ça une chance, j'en ai pas encore parlé, c'est que la ville d'Aubervilliers n'a pas de grandes infrastructures qui la déchirent, qui embolisent une partie de son terrain. Si vous prenez toutes les cartes de des villes de banlieue et que vous mettez dessus tous les terrains qui ne peuvent pas être habités, qui ne peuvent pas être occupés par les infrastructures de transport, les cimetières, etc., vous, ce n'est pas votre cas. Vous avez toute votre ville, vous pouvez vivre dessus. Autre chose qui me paraît très importante à avoir en tête quand on réfléchit à Aubervilliers, c'est que c'est une ville, vous le savez, qui est très minérale. Mais alors, à un point que c'en est étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'à Aubervilliers, par exemple, vous avez 1,3 mètre carré d'espace planté par habitant. Et alors, 1,3, on ne sait pas ce que ça représente, mais si on prend Paris, en dehors des bois, c'est-à-dire j'ai soustrait le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, parce qu'évidemment, ça fait un biais quand même. C'est 2,4 mètres carrés d'espace vert par habitant. Si on prend pleine commune, c'est 11,9 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est-à-dire c'est plus que 10 fois plus. C'est presque 10 fois plus. Et l'objectif qu'a donné le SDRIF, c'est d'arriver à 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. Vous voyez que la marche est haute. Et enfin, autre élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'était que vous êtes peu plantés, mais vous n'avez pas non plus beaucoup d'espace public. Alors là, j'ai pris 3 exemples de 3 villes qui sont des villes, allez, je vais dire, de taille comparable à Aubervilliers. Un peu plus nombreuses et un peu plus d'habitants qu'à Aubervilliers, à Saint-Denis et Montreuil, parce qu'elles sont au-dessus des 100 000. Mais enfin, vous êtes à peu près dans cette gamme de villes. Saint-Denis, Montreuil et Aubervilliers. Si on calcule les espaces publics de centre-ville, j'ai pris de centre-ville, vous voyez qu'à Saint-Denis, on a 1 hectare d'espace public en centre-ville. Montreuil, 13 000 mètres carrés d'espace public en centre-ville. Aubervilliers, vous êtes à 6 650.
je ne considère pas le cas présent où vous avez une partie qui vous est aujourd'hui embolisée par les travaux, mais si je compte même la petite espace qui est devant la mairie, vous êtes en déficit non seulement d'espace vert, mais aussi d'espace public, de place dans votre centre-ville. Alors, ça, c'était un peu le socle, ce qu'on avait besoin à la fois en termes historiques, en termes géographiques et comme éléments fondamentaux. Donc, à partir de là, on peut se projeter sur Aubervilliers 2030. Et Madame le maire l'a redit dans son introduction, les éléments qui nous sont apparus absolument comme étant des éléments fondamentaux dans notre réflexion, c'est de penser la place d'Aubervilliers au temps de la mondialisation, qui veut dire la métropolisation dans laquelle nous sommes aujourd'hui engagés fortement, le temps du changement climatique et le temps de l'ère numérique. Ce sont ces trois grands facteurs qui sont, je dirais, qui s'imposent à nous, qui sont plus forts que nous, mais qui vont déterminer, qui vont construire notre ville que nous avions en arrière-plan. Alors, pour penser, on a parlé de la formation d'Aubervilliers, pour penser sa transformation, vous avez de très solides atouts. J'en ai certains dont j'ai déjà parlé. Je vous ai dit tout à l'heure, la trame urbaine, elle est simple, elle est lisible, on se repère, on a des grandes rues longues qui sont des rues structurantes. Ça, c'est l'héritage de l'histoire, mais c'est une très grande chance. L'autre chose, je l'ai dit également, vous êtes sur un territoire plan et votre centre-ville est assez au centre du territoire, ce qui n'est pas toujours le cas dans les villes, ce qui fait que finalement, en un quart d'heure, c'est la grande étoile noire, en un quart d'heure depuis le centre-ville, on peut aller depuis le centre-ville un peu partout dans la ville. La ville, elle est à une dimension, elle est marchable. On peut à pied aller d'un point à un autre et en tout cas, de tout point, on peut rejoindre le centre-ville. Autre niveau d'atout pour vous, pour penser la transformation de la ville, c'est que vous avez un large foncier maîtrisé. C'est-à-dire, là, cette carte, elle représente tout le foncier qui a été maîtrisé, soit par la ville, soit par l'office HLM, soit par l'État, mais c'est du foncier public qui peut permettre de se représenter la transformation d'Aubervilliers dans un certain rapport dans lequel tout le foncier n'est pas au privé et donc on a des outils et des atouts pour parler. Et enfin, l'OPH d'Aubervilliers qui loge un quart des habitants et dont on voit ici sur cette carte son implantation. Il n'est pas absolument sur la totalité de la ville, mais il est quand même pas mal présent sur une part essentielle du territoire. Et c'est un outil très important pour les objectifs dont nous allons parler, qui vont vous permettre de conduire votre histoire. Enfin, je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes une ville avec de nombreux projets. Alors ça, c'est une carte, des cartes que je vais vous présenter, sur lesquelles j'ai collationné les projets. On va revenir sur certains d'entre eux. Là, ici, on a notamment porté les projets prioritaires, les quartiers prioritaires et les ANRU. À gauche, en bas, le périmètre de l'ANRU Porte de la Villette. Au centre, le périmètre de l'ANRU Maladrerie Émile Dubois. Et donc, sur cette carte, on a synthétisé, en gros, tous les projets importants qui sont en cours avec le nombre de logements qui sont projetés sur chacun de ces projets. Donc vous êtes déjà dans une dynamique. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'un des éléments fondamentaux dans notre réflexion, c'était la question de la mondialisation et de la métropolisation. Alors Philippe Paneret nous fait le grand plaisir d'être ici. Donc Philippe Paneret a été urbaniste de la ville et est un urbaniste très respecté, un urbaniste qui compte dans la pensée française. Il a fait un travail très intéressant dans lequel il a regardé comment étaient structurées les 4 grandes villes françaises, les 4 grandes villes mondes, c'est-à-dire en fait ces villes qui sont pas simplement très nombreuses, mais qui accumulent à la fois de l'histoire, de l'économie, du pouvoir, de la culture, de la population.
ce sont les villes les plus importantes de ce phénomène de mondialisation. Et dans ces grandes villes, donc là, la carte qu'a fait Philippe Paneret, il montre que toutes ces villes, elles ont à peu près 12 millions d'habitants, à peu près la même surface et à peu près une partie centrale, autour de 12 km, un noyau central qui agglomère le centre de ces métropoles. Donc il a comparé Paris, que vous voyez bien en haut à gauche, il a comparé New York, Shanghai et Londres, les 4 grandes métropoles les plus stratégiques à l'échelle mondiale. Et évidemment, c'est très important pour nous parce que ça veut dire que vous êtes, la ville d'Aubervilliers, et une des villes de cette métropole monde, qui est la métropole parisienne, et que vous êtes, vous, dans le premier cercle de cette métropole, dans sa partie dense, et que donc, d'une certaine manière, vous êtes au cœur et de cette mondialisation et de cette métropolisation. Et c'est important de l'avoir en tête. Pourquoi ? On va en reparler après. C'est que non seulement sont des phénomènes qui s'imposent à nous tous, mais en même temps, ça veut dire aussi que si vous avez des projets et si vous avez du poids politique, du poids démographique, vous pouvez aussi colorer ce qui va se passer dans cette métropole si importante à l'échelle mondiale. Alors je ne dis pas que la mondialisation se joue à Aubervilliers, mais la mondialisation se joue aussi un peu à Aubervilliers et que donc ce que vous allez faire de cette ville va avoir de l'importance pour la métropole parisienne et pour finalement le type de mondialisation que nous allons vivre les prochaines décennies. Donc vous avez une sacrée responsabilité. Alors ici je vous ai mis un tableau. Madame le maire l'a redit tout à l'heure, aujourd'hui, vous n'êtes plus là. Là, c'est le tableau de dernier recensement où toutes les villes sont recensées à égalité. Vous étiez la 14e ville de la métropole. Aujourd'hui, vous êtes la 10e ville de la métropole en 3 ans. Vous êtes passé de 14 à 10. La progression, elle est assez rapide. Et vous êtes passé de 80 000 à 85 000 habitants. Donc, les projections d'Aubervilliers, c'est que vous allez être une ville qui va dépasser les 100 000 habitants de façon à peu près certaine. Vous êtes dans une dynamique qui est tout ce que l'on vient de se dire et qui vous amène à être une grande ville, une ville qui compte dans la métropole parisienne. Et cerise sur le gâteau, qui a à voir avec tout ça, mais c'est qu'il y a quelque chose de très important dont on n'a pas encore parlé, c'est les transports qui, jusque-là, Aubervilliers n'était pas desservi par le métro. C'est la dernière ville de la petite couronne à avoir le métro. Mais maintenant, vous avez le métro. En 2019, vous savez que le métro va arriver jusqu'à la mairie. Et en 2024, vous allez être raccordé au métro Grand Paris Express, c'est-à-dire que vous allez être mis dans le système métropolitain. Donc vous allez entrer pratiquement en même temps dans le système parisien et dans le système métropolitain. Dernier élément pour notre réflexion sur ce phénomène de métropolisation, c'est qu'Aubervilliers, au-delà de cette question du métro, vous avez déjà de grands équipements métropolitains sur votre territoire. Alors, il y en a qui sont bien connus, donc je dirais les infrastructures, le RER, l'autoroute, d'accord ? Vous avez le fort d'Aubervilliers, qui était un grand équipement de défense. Vous avez le centre d'art de la commune, le théâtre de la commune, qui est un des premiers à avoir été une scène nationale en banlieue. Vous avez le canal, dont on a déjà parlé, qui est un équipement de rang métropolitain. Et puis il y a cette espèce de truc un peu bizarre, là, cette espèce de virgule. C'est le futur campus Condorcet qui donc va s'installer sur votre territoire et qui sera le premier campus d'Europe pour les sciences sociales. Donc on va y revenir, mais ce que je veux vous montrer, et par ailleurs, vous avez à côté de vous le Stade de France, le parc de la Courneuve, l'aéroport du Bourget et évidemment Paris. Ce que je veux dire, c'est que vous avez des équipements métropolitains sur votre territoire et vous êtes dans un territoire globalement à une échelle un peu au-delà de la commune qui est qui est marqué par de grands équipements métropolitains. Alors, à partir de là, donc tout ça, c'est le socle. Maintenant, on commence vraiment 2030. Donc là, on vous a proposé, au fond, on va vous proposer 3 entrées. La première, Madame le maire l'a dit, c'est être une ville accueillante. Une ville accueillante, c'est-à-dire une ville qui permette à ceux qui sont présents
de rester à Aubervilliers, d'accueillir les nouveaux qui vont venir, et puis d'être accueillante pour toutes les générations, d'être accueillante pour les hommes et pour les femmes, d'être accueillante pour les gens qui viennent de loin dans le monde, d'être, donc, premier objectif, être une ville accueillante. Et pour ce faire, on va vous proposer 5 axes. Conforter l'unité de votre ville. J'ai dit qu'elle était à la fois éclatée et un petit peu, les marges un peu oubliées. Élargir le centre-ville. S'approprier le canal. Et puis après, je dirai rapidement comment être une ville partout, être accueillante partout, excusez-moi, et être accueillante pour tous. Première chose, conforter l'unité de la ville. Alors, vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'unité de la ville, il faut la conforter en l'accrochant, en la mettant en relation avec ses voisins. Et là, ce que je vous propose, c'est que comme première idée, qu'on retrouve l'axe historique, qu'on arrive à la redessiner, à la faire vivre, c'est-à-dire qu'elle aille de Saint-Denis jusqu'à Pantin et qu'elle aille jusqu'à Saint-Maur, si les élus de Saint-Maur veulent venir travailler avec nous, mais qu'on ait cet axe, qu'on lui retrouve sa continuité, son unité. Alors son unité, elle va pas être simple à retrouver parce que c'est une rue qui va traverser des quartiers très différents. Et la proposition que je vous fais, puisque c'est la rue historique d'Aubervilliers, c'est d'en faire la rue des citoyens. Et donc d'en faire une rue dans laquelle ce qui va marquer sa couleur, ce qui va être son identité, ce qui va être sa continuité, c'est la participation des citoyens à son aménagement, à la fois par des aménagements qu'ils vont eux-mêmes pouvoir produire, et le bureau municipal en discutait la semaine dernière, c'est-à-dire on va mettre des outils au service des habitants pour que les habitants participent à planter, décorer cette rue et qu'elle soit à leur image. Deuxième axe, la rue des Jardins. Alors la rue des Jardins, c'est une rue qui emprunte la rue Daniel Casanova depuis le fort d'Aubervilliers. Vous voyez, c'est cette rue qui passe dans un des endroits les plus verts de votre ville, presque le seul endroit vraiment vert de votre ville, avec le tissu pavillonnaire, le parc Émile Dubois, la maladrerie, et qui a été repéré par Plaine Commune comme étant un des axes de ce qu'ils cherchent à faire, c'est-à-dire des grandes continuités paysagères à l'échelle du territoire de Plaine Commune. Donc nous, on l'a appelée la rue des Jardins. Et alors là, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir une réflexion pour que cette rue des Jardins, elle soit beaucoup plus plantée qu'elle ne l'est aujourd'hui, et plantée d'une manière qui évoque le jardin. Le problème n'est pas là, à notre avis, de mettre des platanes à l'alignement bien coupés, bien au carré. Non, le problème est plutôt de faire en sorte que tous les petits jardins, tous les cœurs d'îlots, que tous les arbres, qu'on plante plutôt des arbres de jardin, des cerisiers, des prunus, etc., que ce soit une ambiance plutôt de jardin que l'on traite sur cette rue. Alors, la troisième axe est-ouest que je vous propose et qui me semble être très, très important, c'est la rue de la culture et des savoirs. Alors cette rue, en fait, c'est la rue qui existe déjà un petit peu, mais qu'on voudrait prolonger pour qu'elle aille jusqu'au canal et qu'elle aille jusqu'au Condorcet. Et c'est la rue qui, en fait, passe... c'est cette rue-là, en fait, tout simplement, je ne me rappelle plus de son nom, mais enfin, c'est celle qui passe. Il y a le théâtre, la cinémathèque, la médiathèque, la piscine et le magnifique équipement musical dans lequel nous sommes, conservatoire, et que cette rue pourrait se prolonger pour aller attraper le campus Condorcet. C'est-à-dire pour permettre aux gens qui vont venir, à tous ces étudiants, ces enseignants qui vont être au lycée Condorcet, de pouvoir bénéficier de tous ces équipements de culture et de savoir qui sont au centre-ville d'Aubervilliers, qui marquent l'identité d'Aubervilliers, et puis vous-même, que vous ayez l'habitude d'aller vers le campus Condorcet, de traverser le canal, de bénéficier du canal. On va en reparler. Ensuite, se raccorder au canal. Alors là, vraiment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a de nombreux chemins qui ont été interrompus. Et vraiment, on le voit encore aujourd'hui dans la ville, que tous ces chemins, ils manquent. Alors, il va falloir qu'on essaie de travailler à
recoudre. Alors pour l'instant, je me dis déjà que si on pouvait remplacer cette passerelle qui est quand même assez inaccessible et assez obsolète par une vraie passerelle en continu, qu'on arrive à retrouver des continuités, retrouver ce qui fait coupure, donc avoir des passerelles, des ponts qui relient votre ville. Alors ça, j'ai fait donc l'est-ouest. Maintenant, je vais faire un tout petit peu le nord-sud. Alors, ça va être plus rapide, le nord-sud. Il y a notamment la rue Henri Barbus. Je trouve que cette rue, elle est très intéressante. Parce que c'est la rue qui passe au milieu de ce tissu dont je disais tout à l'heure qu'il était encore mixte, qui est un tissu faubourien, dont vous êtes les héritiers. Et sachez que c'est quand même un bien précieux et rare. Et donc, cette rue, je vous propose de la traiter comme une rue faubourienne. C'est-à-dire de ne pas chercher à la mettre au carré, de ne pas chercher à remettre tous les bâtiments à l'alignement. Au contraire, de trouver intéressant tous ces accidents, ces retraits, pour pouvoir planter un arbre, faire un parvis devant une école, donner à voir un jardin, d'avoir un traitement sur cette rue qui va de la porte de la Villette jusqu'au parc de la Courneuve. Et puis, dernier élément, je ne sais pas si c'est un est-ouest ou un nord-sud, en fait c'est la grande diagonale, qui est votre rue principale, c'est votre structure, c'est votre colonne vertébrale, c'est l'avenue de la République. Et cette avenue de la République, ce que je vous propose, c'est d'en faire un chapelet d'espace public, qu'on fasse comme un collier de perles, alors des fois c'est un jardin, des fois c'est une place, et que ça aille depuis les 4 chemins jusqu'à la mairie, jusqu'à Saint-Denis, et que sur ces espaces publics, ce ne soit pas simplement une place, ce ne soit pas simplement un jardin, ce qui est déjà vachement bien, parce que c'est déjà très très bien même, mais qu'on imagine sur ces places des activités, des jeux, des espaces d'eau, des endroits où on peut échanger des livres, que ce soit vraiment un endroit vivant pour justement que ça fonctionne comme ce que l'on cherche à avoir dans les places et les jardins, c'est-à-dire des lieux pour se rencontrer. Alors voilà, ça c'est le plan général, du coup, de ces grandes orientations qui permettraient d'unifier la ville, donc d'aller jusqu'à toutes ces limites, ces villes voisines, et qui permettrait d'avoir une structure pour accueillir les nouveaux habitants, les nouveaux équipements, les nouvelles constructions. Voilà, ça c'est ma proposition pour le premier point, la ville unifiée. Le deuxième point, c'est élargir le centre-ville. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai donné la surface d'espace public en centre-ville. Je vous ai dit, vous avez un petit espace public. Alors je pense que c'est un problème. C'est que votre centre-ville, il est un tout petit peu rétréci sur une tête d'épingle. Donc il faut lui donner un peu d'espace, un peu d'air. Il faut qu'il agrège, parce que vous avez une ville. Alors excusez-moi, je dis 100 000. Vous n'êtes pas tout à fait à 100 000, mais peu importe. Vous êtes une grande ville. Vous ne pouvez pas avoir un centre-ville tout petit. Mais en fait, en y réfléchissant, votre centre-ville, il n'est pas si petit que ça. Historiquement, regardez, la carte qui est à gauche, là-bas, vous avez au croisement donc, de la rue des Jardins, de la rue historique et de la rue de la République, vous avez la mairie et l'église, d'accord ? Le croisement. Et puis tout autour, en fait, à partir du 19e siècle, tous les principaux équipements se sont installés dans cette couronne, une sorte de couronne autour de votre centre-ville ancien. Et moi, ce que je pense, c'est que ce qu'il faut arriver, c'est que le centre-ville, ce ne soit plus simplement la mairie et l'église, mais que le centre-ville, on le pense globalement. C'est-à-dire qu'on pense le centre-ville et qu'on aille chercher cette couronne d'équipements dans lequel vous avez tous les équipements de la ville se trouvent situés. Et ça, il faut le raccorder. Alors ça se fait par l'unification des espaces publics, des traitements du mobilier. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont faire qu'on va avoir le sentiment que c'est tout ça qui est le centre-ville et non pas simplement aujourd'hui cet espace trop petit qui fait actuellement la centralité d'Aubervilliers. Alors là, qu'est-ce que je voulais dire ? Un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ce centre-ville, si on arrive à l'élargir et à intégrer la couronne d'équipement, du coup, il va venir aussi attraper la rue des Savoirs, vous voyez ? Il va venir intégrer un truc qui est dingue, c'est que votre centre-ville, on n'imagine pas le théâtre comme faisant partie du centre-ville. Mais oui,
le théâtre doit faire partie du centre-ville. Donc il faut que le centre-ville, il aille jusque-là. Il faut que votre centre-ville, il aille attraper le canal. C'est-à-dire que votre centre-ville, il faut qu'il ait cette taille-là. Et du coup, vous allez pouvoir intégrer dans votre centre-ville tous ces équipements et aller jusqu'au canal, qui est quand même quelque chose de très, très porteur et très intéressant pour la qualité de vie des habitants. Alors, le canal, justement, là, ce que je pense, c'est qu'il faut poursuivre l'idée initiale qui avait lieu au moment d'Hippodamos, qui avait été portée au moment du projet pour la plaine Saint-Denis, c'est-à-dire de faire des parcs le long du canal, d'avoir une continuité le long du canal piétonne et pas que un parc, mais aussi d'avoir des endroits où on peut trouver des parcs. Il y a un petit bout qui existe déjà, on peut l'épaissir, on peut le prolonger et on peut le mettre en face pour que le campus Condorcet ait une relation avec le canal. Si le campus Condorcet et le canal sont en relation, alors l'affaire, elle est presque gagnée. Ça veut dire que le campus Condorcet va commencer à s'intéresser au canal et va vraiment participer à la ville d'Aubervilliers. Et c'est quand même beaucoup de monde et beaucoup de gens très intéressants qui vont venir irriguer votre ville. La ville accueillante partout. Je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai dit les 3 objectifs, la ville unifiée, élargir la centralité, accrocher le canal dans votre ville. Certes, quand on a fait ça, on a fait beaucoup de choses. Mais on n'a pas tout fait parce que tout le monde n'habite pas le centre-ville et puis on ne fait pas que d'aller au théâtre. Donc, il y a aussi la question de la vie quotidienne dans tous les quartiers de la ville, y compris dans ceux qui ont été un petit peu oubliés. Et là, notre proposition avec les élus, c'est de vous proposer qu'il y ait des micro-centralités et que ces micro-centralités, en fait, elles existent. Nous, on ne les a pas positionnées n'importe comment. C'est déjà des choses qui existent un petit peu sur le territoire. Et que ces micro-centralités soient installées et confortées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les micro-centralités ? C'est évidemment souvent une place, probablement la place devant l'école. Là, c'est pas mal. C'est déjà un point de départ. Mais avec Jean-Paul Lebas, on s'est dit que ce qu'il fallait, c'était proposer à ces endroits des choses qui ont à voir avec l'avenir, ce qui va se faire. Et ce qui va se faire, c'est des lieux de l'économie circulaire, c'est-à-dire des endroits où on va pouvoir réparer, entretenir ce que l'on a chez soi, des lieux d'agriculture urbaine. On peut imaginer une petite ferme urbaine dans un lieu de centralité, le parvis dans chaque école, ça je l'ai dit, des squares et des jeux, je l'ai dit, et des espaces qui sont comme des petits coworking, Fab Lab, vous voyez ce que je veux dire ? Des endroits où on peut travailler, où on peut échanger avec un café. Et que ce type d'équipements, qui sont les équipements du XXIe siècle, dans lequel on échange du savoir, autour des nouvelles technologies, des possibilités du numérique et de l'agriculture, du recyclage, etc., on pense que c'est autour de ça que vont se nouer les nouvelles relations entre les habitants. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble ? Ce qui fait qu'on est ensemble, c'est qu'on peut se rencontrer physiquement, il faut que le lieu il existe, mais aussi il faut qu'on fasse des choses ensemble. Il faut faire. Et donc, nous, autour de ces micro-centralités, ce qu'on vous propose, c'est d'implanter des petits équipements qu'on va définir à chaque endroit, mais qui sont autour de la fabrication. La fabrication, le recyclage, la transmission des savoirs. Enfin, je vous ai dit, dans notre point, une ville accueillante, c'est accueillante partout et accueillante pour tous. Alors ça, c'est une question très, très importante. Parce que les phénomènes de métropolisation, partout, enclenchent une inflation, une spéculation, un renchérissement du foncier qui produit de très grands problèmes, notamment d'inégalité, et qui a tendance à faire que les logements des catégories populaires deviennent très difficiles et les catégories populaires sont écartées. Aubervilliers est une ville qui est encore aujourd'hui très populaire et la municipalité souhaite que les catégories populaires puissent rester à Aubervilliers, parce que c'est quand même ça l'intérêt, c'est qu'on fasse aussi tout ça pour vous, d'une part, et puis d'autre part, pour que cette métropole ne soit pas une métropole que pour les catégories supérieures, mais qu'elle soit une métropole partagée, accessible à tous. Alors là, on a mis une carte
qui montre l'état de la situation. Votre foncier, il est un peu moins cher qu'à Saint-Ouen, mais il est quand même plus cher qu'ailleurs. Donc vous êtes dans un phénomène en ce moment d'augmentation du prix du foncier. Et donc ça, c'est une question qui est une question stratégique. C'est que tout ça, il faut qu'on arrive à le maîtriser. Parce que sans ça, on ne ferait pas ce projet, il n'atteindrait pas son objectif. Et donc on a listé avec la ville un certain nombre d'outils que vous avez ou que la ville dont la ville va se doter pour pouvoir maîtriser le foncier. Conforter l'OPH, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un quart du logement sur la ville. Donc avoir un OPH conforté, qui loge convenablement dans des bons logements, des logements thermiquement isolés, des logements raccordés à la ville, c'est quand même déjà un premier élément de réponse sur comment on fait pour que Aubervilliers, les habitants d'Aubervilliers, des catégories populaires puissent rester. La création d'un organisme de foncier solidaire. C'est la création d'un organisme qui permet de porter le foncier et je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais qui permet de désolidariser le foncier du prix de la construction et donc de pouvoir construire sans avoir à supporter le prix d'un foncier de plus en plus renchéri. La mobilisation de Pleine Commune Développement, qui est l'outil d'aménagement de Pleine Commune. Vous avez la charte constructeur de Pleine Commune qui limite le prix de vente des constructions. Et vous avez un PLU que vous allez modifier et qui peut permettre, par les dispositions qu'il va prendre, de ne pas alimenter la spéculation foncière. C'est-à-dire de ne pas aller vers toujours plus de densité et qui fait monter le foncier. Donc limiter les densités là où on veut de la densité, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait, mais là où on en veut et pas généraliser, et avec une obligation de mixité des fonctions. Et enfin, espaces verts et réserves foncières sont aussi des moyens de faire baisser la pression. Donc ça, c'était donc la première axe qui était comment rester une ville accueillante pour tous et partout. Deuxième axe, la ville qui combat le réchauffement climatique. Donc là, on ne va pas faire de débat entre nous pour savoir s'il y a ou il n'y a pas. Il y a réchauffement climatique, la question ne se pose plus. Et que si ça continue comme ça, ça va être absolument invivable. C'est-à-dire que les projections sont tout à fait alarmantes pour la possibilité de vivre en ville. Donc, non seulement on voudrait se préparer à ce réchauffement climatique, mais aussi agir contre le réchauffement climatique. Et donc, se donner des objectifs pour être une ville bas carbone. Alors la première chose, évidemment, c'est de planter. Il faut absolument, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes une ville très minérale, il faut absolument réintroduire de la nature dans la ville. Alors créer des squares dans la ville, étendre la nature ordinaire depuis les pavillons. Aujourd'hui, vous avez, là c'est l'état actuel des arbres d'alignement, l'image est pas tout à fait très lisible, enfin, vous pouvez le voir. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de passer de la situation présente à celle-là. C'est-à-dire vraiment d'y aller comme des bêtes. Faut planter, faut planter, faut planter. Faut planter. Alors, la ville, vous vous êtes engagé dans les engagements des élus, il y a de planter 1000 arbres. Comment ? 500 arbres en 10 ans, voilà, pardon. Et c'est 10 hectares, c'est ça ? Voilà, 10 hectares. 10 hectares. Donc 10 hectares de verdure en 10 ans, 500 arbres en 10 ans. Donc ça me paraît être absolument le cap qui va permettre d'abord de baisser votre niveau de chaleur, d'apporter de l'humidité, de contribuer à la biodiversité et de contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Une ville bas carbone. Alors là, c'est le meilleur bas carbone. Bas carbone, c'est que non seulement il faut avoir de l'énergie propre, renouvelable, mais aussi il faut essayer de baisser notre consommation énergétique et baisser notre empreinte carbone. C'est-à-dire que ce que l'on fait, il faut que ce soit recyclable, il faut que ça ne détruise pas plus que ce qu'on est capable de reproduire. Donc, économiser l'énergie, isoler les bâtiments publics, les logements existants, notamment ceux de l'OPH, et avoir une action en direction de l'immobilier d'entreprise. L'énergie bas carbone, c'est donc promouvoir les énergies renouvelables dans toutes les opérations, préserver la pleine terre dans toutes les constructions, privilégier les matériaux recyclables de provenance et de provenance régionale,
abaisser la pollution lumineuse. Une ville bas carbone, c'est objectif, réduire l'empreinte carbone de la ville. Et il faudra se fixer un objectif chiffré. Là, pour l'instant, c'est un principe, un objectif qu'il va falloir chiffrer action par action pour que l'empreinte carbone de la ville d'Aubervilliers, malgré son développement, baisse. Promouvoir les circuits courts et le recyclage, c'est promouvoir l'installation de recycleries, de ressourceries, de hypercafés, notamment dans les microcentralités. Encourager l'agriculture urbaine et les jardins familiaux, notamment dans le PLU et le PLUI, qui va être le PLU à l'échelle intercommunale. Conserver les activités logistiques à proximité du canal. Donc, ça nous semble très important que le canal puisse servir d'axe de transport pour les matières et les matières premières. Conforter le mélange des activités, notamment le travail et le logement, dans tout ce tissu mixte dont vous êtes encore bénéficiaire. Et ça devient possible, notamment parce que les activités qui se développent aujourd'hui sont des activités compatibles, qui ne sont ni polluantes ni bruyantes. Donc on est capable de réintroduire de l'activité et de préserver, de développer de l'activité dans le tissu habité. Enfin, privilégier les transports en commun, ça, vous allez être servi, mais développer les circulations cyclistes et piétonnes sur l'ensemble de la ville. Une ville qui compte dans la métropole, c'est le troisième point. Et là, on va vous le décliner rapidement, je sens que je suis un peu longue. Le tissu faubourien, les 4 chemins, le fort d'Aubervilliers, le canal et le campus Condorcet, la porte de la Villette. On y va rapidement. Alors, le tissu faubourien, c'est celui dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je vous dis ce dont vous êtes les bénéficiaires et les héritiers, qui est l'histoire de la banlieue parisienne et qui me semble être aujourd'hui extrêmement intéressant et qui peut être conservé, notamment parce que les nouvelles technologies peuvent nous permettre de faire cohabiter l'activité et le logement, et donc de garder cette mixité de fonctions, cette mixité de formes, cette mixité d'architecture, de hauteur, d'alignement, etc. Ensuite, Aubervilliers 4 chemins, retrouver la belle avenue. Là, on a quelques photos historiques à gauche là qui montrent, et même des photos d'aujourd'hui qui montrent que ça a été une chic avenue, quoi, l'avenue d'Aubervilliers. Le problème, c'est qu'elle a été quand même sacrément abîmée, notamment quand on a fait le tunnel qui fait que les trottoirs sont devenus tout petits, qu'on a coupé tous les arbres, qu'on est dans une avenue sur laquelle les commerces ne peuvent pas se développer, on se marche dessus. J'ai habité 15 ans aux 4 chemins et je m'en souviens que ce n'était pas hyper confortable. Donc là, on pense qu'on peut retrouver une belle avenue, notamment si on revient sur cette trémie, pour que la rue elle soit rétrécie, les trottoirs élargis. Et tirer parti du fait que cette avenue est inscrite dans l'organisation des Jeux Olympiques. Au Bourget, il va y avoir le pôle presse. Ça va être un pôle très important. Et donc, cette avenue va bénéficier d'investissements à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc, il ne faut pas rater le coche. Il faut vraiment obtenir que cette trémie soit supprimée, que les espaces publics soient aménagés. Alors, une avenue plantée, une avenue franchissable, parce qu'aujourd'hui, avec la trémie, c'est impossible de traverser. Donc, du coup, s'il n'y a plus cette trémie, ça va aller beaucoup mieux. Et une proposition qu'on vous fait, c'est de se mettre en tête d'avoir une station à la porte de la Villette. Pourquoi porte de la Villette? Là, j'ai pris le rayon de 500 mètres, qui est le rayon d'une station de métro parisienne. J'ai mis 500 mètres autour de ce qui est aujourd'hui porte de la Villette, c'est-à-dire du côté de la Cité des Sciences, et 500 mètres du côté des 4 chemins. Et en fait, vous êtes juste au milieu, et là, en dessous, vous avez le métro qui passe. Il faut obtenir que ça monte et que ça sorte, et qu'il y ait une sortie là, pour que les gens qui habitent aux 4 chemins, pas aux 4 chemins, à la porte de la Villette, puissent avoir un métro. Et c'est beaucoup d'habitants, et par ailleurs, c'est un très grand terrain qui va être en devenir, on va y revenir. Des espaces publics sur cet axe, cette belle avenue, évidemment, il faut la planter, mais il faut qu'il y ait des places. Donc une avenue qui est maillée, pratiquée et franchissable. Voilà pour l'avenue des 4 chemins. Pour le fort d'Aubervilliers,
Là, je vais vous dire très franchement, je ne suis pas tout à fait au point, donc je n'ai pas grand-chose à vous en raconter, si ce n'est que je sais que c'est un très, très important équipement. D'abord, vous avez des jardins merveilleux. C'est quand même un endroit incroyable. Ensuite, vous êtes sur un axe qui est entre le parc de la Villette, la cité des sciences, la cité de la musique, et puis vous avez l'aéroport du Bourget. Donc, sur cet axe-là, et vous allez avoir les lignes de métro Grand Paris Express qui vont le desservir, là, il faut imaginer quelque chose qui doit être de rang métropolitain. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr que tout le monde est capable de dire on va faire des logements. Il faut qu'on invente quelque chose de plus que ça. Il faut qu'on ait un projet plus grand que ça. Alors là, j'ai mis des idées, des choses qui circulent. C'est des choses qui ont été discutées. La cité de la Terre, pourquoi pas ? La cité de la ville circulaire, pourquoi pas ? Enfin, un équipement sur la ville circulaire, on peut imaginer une grande ferme urbaine avec une grande recyclerie, enfin bon. La piscine olympique, pourquoi pas ? La cité des enfants, pourquoi pas ? En tout cas, ce que je veux dire, c'est la cité, c'est quand même un nom facile pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que là, il faut imaginer quelque chose qui, à cet endroit, ait du sens et vous projette tout le monde vers le XXIe siècle et apporte à la métropole. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut se creuser la tête pour avoir un projet qui soit intéressant pour tous, pour Aubervilliers et pour la métropole. On ne peut pas faire, il ne faut pas gâcher cet endroit. Il ne peut pas être un ordinaire de la ville. Il faut avoir une grande ambition pour le fort d'Aubervilliers. Alors, valoriser le canal Aubervilliers, qui est une ville étudiante, bon, ça, je pense que c'est un enjeu, je l'ai déjà développé pour Aubervilliers. Je l'ai remis là-dedans, dans cette partie sur la métropole, parce que, évidemment, cette question du campus Condorcet, de sa bonne insertion, de son rapport au canal, ce n'est pas une question simplement qui concerne Aubervilliers. C'est un enjeu métropolitain, c'est vous qui en avez la responsabilité notamment, et vous devez le porter. Enfin, ça c'est quoi ? Ah oui, ça c'est de dire aussi que ce canal, il faut qu'il soit lisible et accessible depuis Paris. Cet équipement, ce canal qui est très important, il faut qu'on arrive à rentrer et à le voir depuis Paris et qu'on ait cette continuité, ce traitement en continu du canal à l'échelle de la métropole. Et enfin, mon dernier mot, ça sera sur la porte de la Villette. Alors, la porte de la Villette, elle n'est pas là. Si, la porte de la Villette, elle commence à apparaître. En fait, si vous regardez là, excusez-moi, sur cette planche-là, en haut, à gauche, il y a 44 hectares, c'est gigantesque, 44 hectares qui sont aujourd'hui non habités, qui vont faire l'objet d'une réflexion. La ville de Paris a d'ores et déjà décidé de lancer la réflexion sur cet immense territoire de 44 hectares. Et ce territoire, il est entre Aubervilliers et Paris. Qu'est-ce que Aubervilliers a envie que ce territoire devienne ? Et donc là, je vais vous présenter quelques idées sur le territoire, comment on pourrait imaginer ce territoire. La première chose, c'est qu'évidemment, à la porte de la Villette, c'est l'amorce du tissu faubourien. Donc c'est cette mixité-là qu'il faut absolument rechercher dans les aménagements qui vont avoir lieu à la porte de la Villette. Donc une mixité à la fois de la logistique, de la recyclerie, des fermes urbaines, de la production, ce qu'on a mis ici, logistique, Fab Lab, street fooding, coworking, recyclerie, food trucks, enfin tout ça, toutes les activités contemporaines, c'est ça qu'il faut avoir et qui va vous donner une accroche de votre tissu faubourien sur Paris. Il faut le prolonger vers Paris dans une façon contemporaine. Évidemment, conserver les espaces verts et les arbres, ça c'est la moindre des choses à propos de ce qu'on peut souhaiter pour cet espace et qu'il va falloir agrandir. Là, je vous l'ai dit, je pense que c'est un endroit où il y a très probablement, on ne mettra pas du logement à cet endroit. Vous voyez l'endroit où ça se trouve. Par contre, une ferme urbaine, c'est pas con. Parce qu'on a besoin de manger, plutôt mieux. Donc, une ferme urbaine, ça serait bien. Ça contribuerait bien à la ville. Voilà. Excusez-moi d'avoir été trop longue. Et là, sur cette carte, on a un peu rassemblé tout ça. C'est-à-dire à la fois toute cette trame, ces projets pour votre centre-ville, les projets pour Condorcet, le canal, la porte de la Villette, les 4 chemins. C'est Aubervilliers 2030. Merci à tous.